Bonjour. Merci. Bien, écoutez, effectivement, on va finir sur le rétablissement. Et puis en même temps, plutôt que de me centrer uniquement sur le rétablissement, on en a déjà beaucoup parlé depuis ce matin et c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, sur les outils qui, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, qui est évidemment très pertinent, viennent favoriser le rétablissement. Alors il y a plusieurs types de rétablissement. Très longtemps, on s'est focalisé sur le rétablissement symptomatique, comment des médicaments ou des psychothérapies peuvent diminuer les symptômes. C'est ce qu'on appelle la rémission du point de vue objectif médical. Le rétablissement social, c'est comment je retrouve une place dans la société, un travail, quelque chose de valorisant. Tout cela est évidemment très important. Mais il y a aussi deux autres aspects qu'il ne faut pas oublier. Le rétablissement fonctionnel, comment par exemple ma cognition, mes pensées fonctionnent bien, au sens traitement de l'information. Ça, c'est ce qu'on va considérer ici dans cette présentation. Et puis comment tous ces types de rétablissement viennent contribuer au rétablissement personnel, c'est-à-dire comment la personne a le sentiment qu'elle a retrouvé une qualité de vie satisfaisante, qu'elle a retrouvé un nouvel état d'équilibre qui n'est pas celui qui a précédé la maladie, mais qui en tout cas lui permet d'avoir un avenir qui la satisfait. Donc là, on va se centrer sur rétablissement fonctionnel et rétablissement personnel, en laissant de côté ce qui était traité depuis ce matin, en particulier tous les aspects de rétablissement symptomatique. Alors, si on veut maintenant se centrer sur des paroles d'usagers, de personnes concernées par les troubles psychiques sévères, on peut se référer à cet article de Patricia Digan, qui vient d'ailleurs d'être traduit en français par Patrick Le Cardinal. Ce sera d'ailleurs bientôt diffusé. Donc, cette définition m'intéresse parce qu'elle se rapporte exactement à ce qu'on fait en réhabilitation psychosociale. Donc, vous voyez ce que dit Patricia Digan, qui a souffert de troubles psychiques, qui s'est un petit peu offusquée de la manière dont les personnes avec des troubles psychiques étaient traitées, qui est devenue médecin pour changer le système et qui a réussi à le changer. Donc, c'est vraiment une expérience, un parcours très intéressant. Et donc, c'est la deuxième partie de la citation qui m'intéresse. Savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. En réhabilitation psychosociale, la première étape, c'est de faire une évaluation pour montrer aux personnes ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. À partir du moment où on sait où on en est, on peut construire sa vie. Si on ne sait pas où on en est, on a plus de mal à la construire, et c'est ce qu'attestent tous ces chiffres sur le rétablissement. Vous voyez, les taux de rétablissement dans différentes études, dont la méta-analyse finlandaise du bas, ne sont pas suffisants. Surtout le dernier travail, qui est le plus précis, 13,5%, ça laisse une marge d'amélioration considérable. Or, on peut penser que le rétablissement est possible, ces chiffres le montrent, surtout les études du haut, mais on peut penser qu'il n'est pas suffisant. Donc, notre devoir de professionnel de santé, c'est de mettre les personnes dans les conditions qui vont favoriser le rétablissement, en sachant qu'on ne peut pas le décider de l'extérieur. On peut peut-être le favoriser, c'est le pari qu'on fait, mais le rétablissement, ce sera quelque chose de personnel qui concernera le parcours de la personne. Alors, quels sont les facteurs qui entravent le rétablissement? On a beaucoup parlé des symptômes, on peut parler aussi des addictions, des pathologies somatiques, avec une perte d'espérance de vie très importante. Ça a été évoqué en début d'après-midi. Moi, je vais surtout me concentrer pour cette fin d'après-midi sur les questions cognitives. Le fait de ne pas fonctionner du point de vue de la neurocognition, de la cognition sociale, de la métacognition, fait perdre des chances d'insertion sociale et professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mauvais fonctionnement cognitif? Ça veut dire avoir des troubles de mémoire, avoir des troubles de l'attention, avoir des troubles de ce que l'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à construire son comportement en direction d'un but en tenant compte du contexte. Avoir une cognition sociale satisfaisante, ça veut dire être capable d'interpréter les émotions et les intentions d'autrui. Eh bien, tous ces facteurs-là, jusqu'à il y a très peu de temps, n'étaient pas pris du tout en compte en psychiatrie. Et depuis quelques années, quelques décennies même au total, si on parle des premières expérimentations, on peut évaluer ça et on peut renforcer ces capacités avec des méthodes dites de remédiation cognitive, dont certaines d'ailleurs sont à la frontière des TCC. Antoine Pellissolo n'a pas eu le temps de tout terminer, mais je suis bien d'accord avec lui qu'il y a des points de croisement, en sachant qu'il y a quand même des différences également entre les TCC et la remédiation cognitive. Alors, quels sont les déterminants du rétablissement? Deux types de déterminants. Les déterminants subjectifs, c'est ce que rapportent les personnes qui se sont rétablies. Et les déterminants objectifs, c'est ce que nous mesurons et que nous allons restituer à la personne pour qu'elle en fasse quelque chose et que ça vienne contribuer éventuellement au rétablissement subjectif. Donc, les personnes qui se sont rétablies parlent bien du moment où elles ont retrouvé de l'espoir. Et souvent, elles ont retrouvé de l'espoir quand elles ont pu voir leur avenir, souvent grâce à une rencontre. Quelqu'un leur a permis de voir en avant et de briser la spirale vicieuse qui les faisait revenir à l'hôpital, qui les faisait rechuter, éventuellement arrêter le traitement médicamenteux, etc., etc.
Et puis souvent, ce rétablissement, ça passe par la reprise d'une activité valorisante socialement, d'un statut social qui peut être un travail, mais pas forcément un travail. Ça peut être du bénévolat, ça peut être simplement une place dans une association, ça peut être retrouver des activités satisfaisantes, etc., etc. En ce qui concerne les déterminants objectifs, eh bien, il s'agit de différentes capacités, dont les capacités cognitives dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais aussi les capacités d'insight, l'appropriation qu'on peut avoir de ses symptômes, de sa maladie, de son traitement, de sa capacité à se rétablir, de troubles associés, joue un rôle extrêmement important. Et ça, on doit le favoriser à travers des procédures de psychoéducation qui doivent être complètement systématiques. Ça a été évoqué juste avant. Et puis, bien entendu, on doit travailler sur ce qui était en bas sur la diapositive, sur la motivation. Mais vous ne la voyez pas, donc c'est pas très utile. Alors, comment favoriser le rétablissement? Là, vous avez une diapositive, vous allez peut-être la voir après, avec des propositions, voilà. Et on peut la laisser peut-être quelques temps pour que vous vous imprégniez un petit peu du contenu. Que peut-on faire, nous, en tant que professionnels de santé, pour favoriser le rétablissement des personnes dont on s'occupe? Eh bien, on doit prévenir la chronicité. Et pour prévenir la chronicité, il faut agir très tôt, il faut évaluer, avec la restitution dont je vous parlais juste auparavant, et puis ensuite stimuler pour renforcer les capacités des personnes. Bien entendu, toujours en respectant leurs choix. Ce n'est pas des choses qu'on va leur imposer, c'est des choses qu'on va leur proposer en leur expliquant. Ça leur donne plus de chances de se rétablir, par exemple de trouver un travail, par exemple d'avoir de bonnes relations avec leur famille, par exemple de se maintenir dans un appartement autonome, etc., etc. Donc on va toujours valoriser le potentiel de chacun et faire des liens avec des projets concrets. Ce ne sont pas des méthodes de laboratoire, là on n'est plus au stade de l'expérimentation, on est au stade de l'utilisation quotidienne pour des milliers de patients par an en France, voire plus. Je vous montrerai la carte tout à l'heure. Donc pour que tout ça puisse se faire, on a favorisé un accès aux soins simples. On utilise des outils thérapeutiques dont l'efficacité est validée. Antoine Pellissolo vient de le dire, c'est évident. Mais encore est-il qu'en France, on n'utilise pas toujours des outils validés. C'est parfois du bouche à oreille au travers des générations. Et on peut, avec du réductionnisme scientifique, valider, entre guillemets, un certain nombre, enfin toutes les techniques, si on veut bien se concentrer sur une partie des résultats. Et ce sont toujours en réhabilitation psychosociale des soins individualisés et de durée limitée. Il ne s'agit pas de soins occupationnels, il s'agit toujours de donner un coup de pouce pour changer la trajectoire de réinsertion. Donc on va essayer de favoriser la réussite d'un projet qui existait auparavant, mais qui n'était peut-être pas réalisable sans qu'on soit là pour le favoriser. Alors il y a deux choses pour favoriser le rétablissement. Il y a une attitude, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de transmettre à tous les professionnels de santé mentale en France, que les choses se passent mieux pour tous les usagers du système de santé mentale. Donc ce sont un certain nombre de valeurs et de pratiques. Et puis ensuite, il y a des outils thérapeutiques qui sont spécialisés et qui relèvent de structures transversales un petit peu plus spécifiques, parce qu'on ne peut pas les mettre dans l'ensemble des secteurs de psychiatrie générale. Mais vous voyez que le modèle déjà que je dessine, et puis je vous montrerai ensuite comment ça peut fonctionner, c'est une psychiatrie générale qui aurait évolué, et puis des structures transversales qui vont permettre cette évolution à travers, en particulier, des séances de sensibilisation et de formation. Donc en pratique, le professionnel de santé, quel qu'il soit, doit permettre à la personne de connaître ses capacités et ses limites. Une approche centrée rétablissement, c'est déjà ça. C'est ensuite renforcer les compétences préservées, éventuellement à travers des outils spécifiques, dans des structures spécialisées dont on verra la nature après. Donc tout ça pour permettre à la personne de reprendre la maîtrise de sa trajectoire. Souvent, elle est entrée à l'hôpital dans le cadre d'une crise, elle a été évidemment soignée parfois sans son consentement, elle a perdu la maîtrise et très souvent, le fait de la reprendre n'est pas quelque chose d'aisé. Et on doit en psychiatrie favoriser ce virage le plus tôt possible et non pas laisser les choses s'installer et se dégrader pendant trop longtemps. En pratique, qu'est-ce qu'une pratique axée sur le rétablissement? Alors là, il est très important de montrer la diapositive et de la laisser d'un bout à l'autre, parce que c'est ce que les professionnels de santé doivent se demander chaque fois qu'ils voient, chaque fois qu'ils voient un patient. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est complètement naturel. Est-ce que j'ai écouté activement la personne? C'est un guide canadien qui a été rédigé il y a une dizaine d'années. Vous pourrez trouver sur Internet avec la référence qui est notée en bas. Donc on devrait avoir ça affiché sur la porte d'entrée et le lire pour se demander si on le fait bien chaque fois qu'on voit une personne avec schizophrénie et qu'on va bien faire le diagnostic, comme Cédric Lemode le disait. Et puis pas seulement la schizophrénie, avec la dépression aussi, il y a une perte de chance. Donc en tout cas, avec la schizophrénie ou les troubles bipolaires ou d'autres troubles sévères, il y a un risque que les personnes ne soient pas prises en compte de manière complètement respectueuse et on doit avoir ça en tête. Est-ce que je l'écoute activement? Est-ce que je l'aide à préciser ses objectifs personnels, même s'ils sont différents des miens? Est-ce que j'ai montré que je croyais en ses forces? Est-ce que j'ai donné des exemples qui inspiraient l'espoir? Est-ce que j'ai été attentif aux objectifs qui l'ont sorti
de son rôle de malade? Est-ce que j'ai recensé des ressources autres qu'en santé mentale? Est-ce que j'ai renforcé des stratégies d'adaptation existantes? Est-ce que j'ai favorisé des interventions thérapeutiques qu'elle a choisies? Est-ce que j'ai été respectueux? Est-ce que j'ai gardé l'espoir, malgré le risque qu'on connaît de rechute? Tout ça, c'est de nature à favoriser le rétablissement, et c'est quelque chose qu'on doit donc s'imposer. Alors en pratique, que doit apporter la réhabilitation? Mettre en évidence les compétences préservées, les limitations grâce à des évaluations appropriées. Ce sont des évaluations neuropsychologiques, cognitives et évaluations du retentissement à travers des entretiens structurés et des évaluations psychosociales complémentaires. Mais c'est surtout permettre aux usagers de s'emparer des résultats, de s'approprier vraiment activement les résultats. Avoir des chiffres dans une base de données ne sert à rien. La base de données, il faut l'avoir pour montrer l'efficacité. Ça, c'est le travail de santé publique. Mais le travail clinique, c'est permettre à la personne de vraiment s'emparer des résultats, de comprendre à quoi ils correspondent pour en faire quelque chose dans sa vie. Donc la qualité de la restitution, orale et écrite, est extrêmement importante et est travaillée dans tous les centres de réhabilitation dont je vous parlerai après. Ensuite, on va renforcer les compétences préservées à travers des outils de réhabilitation psychosociale en remettant les usagers au centre de la prise en charge. Et les outils de réhabilitation psychosociale, c'est tout ça. On a parlé déjà des TCC, ça en fait partie. L'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, l'entraînement des compétences sociales, on le rattache au TCC, le renforcement de l'autonomie par tous les moyens, le soutien à l'emploi et bien entendu le soutien des familles. Toutes les familles doivent être accompagnées. Ça ne doit pas être un luxe, quelque chose de complètement aléatoire. Vous devriez, enfin toutes les familles devraient savoir qu'il y a des outils de soutien et ça devrait être proposé à toutes. Et puis après, libre à chacun de s'en emparer. Donc dans les structures de réhabilitation dont je vais vous parler après, en particulier celles qui sont faites d'après un cahier des charges de l'ARS, il est obligatoire de s'occuper des familles. Donc c'est quelque chose qu'on fait pour toutes les familles. Alors après, certaines le savent, d'autres ne le savent pas. Donc on est encore dans une idée d'améliorer la communication. Mais en tout cas, ces outils et ces groupes sont disponibles pour toutes les familles des personnes avec des troubles psychiques. Alors on utilise aussi beaucoup la remédiation cognitive, et on va se fixer un petit peu plus là-dessus, puisque le reste a été beaucoup dit. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'améliorer le fonctionnement cognitif ou de compenser des déficits cognitifs en s'appuyant sur les processus préservés. Et les déficits cognitifs, ils concernent, comme on l'a dit, l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, ça j'en ai parlé, mais aussi les fonctions visio-spatiales, la capacité à se repérer dans l'espace, à utiliser l'espace. Et puis la cognition sociale, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, comprendre les intentions, les objectifs d'autrui, et puis la reconnaissance des émotions faciales. Et on fait toujours un lien systématique entre les dysfonctionnements cognitifs ou les processus préservés et le fonctionnement quotidien. Alors en pratique, ce sont des outils transversaux qui ne sont pas adressés spécialement à un diagnostic, mais à des troubles complémentaires qui existent dans plusieurs pathologies, puisqu'on a des troubles cognitifs, dans la schizophrénie, dans le trouble schizoaffectif, dans les troubles bipolaires, dans le syndrome d'Asperger. Dans la schizophrénie, ça concerne pratiquement toutes les personnes. Dans le trouble bipolaire, en dehors des épisodes, c'est une personne sur 3. Donc c'est quand même important et c'est quelque chose qui nuit à l'insertion des personnes avec troubles bipolaires. On agit en période de stabilité symptomatique, c'est-à-dire pas en pleine crise, en particulier maniaque, dépressive ou schizophrénique, mais on peut agir chez des personnes qui ont un haut niveau de symptômes. Ça n'est pas une contre-indication. Et puis, il faut sortir la remédiation cognitive, enfin l'intégrer dans un contexte plus large, celui de la réhabilitation psychosociale. Ce que j'ai dit sur les bilans et leur restitution, c'est pour tous les patients qui entrent dans des troubles psychiques sévères. Donc les structures dont je vais vous parler, c'est pour tous les patients. Donc il faut que les secteurs nous adressent tous les patients. C'est la communication qu'on a en leur direction. Il faut que le traitement médicamenteux soit à dose minimale efficace. Hélène Verdoux a bien parlé des aspects de bénéfices et d'effets indésirables des traitements médicamenteux. En tout cas, en pratique, les recommandations, c'est un antipsychotique quand c'est possible dans la schizophrénie, donc dose minimale efficace, sans correcteur, sans benzodiazépine associée qui dégrade les fonctions cognitives. Et puis, donc, on a fait une évaluation qui a mis en évidence le retentissement des éventuelles altérations cognitives. Ensuite, pour s'adapter à la diversité des situations, parce que chacun peut avoir un profil différent, il n'y a pas de profil type pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire ou l'Asperger, etc., etc. Chaque personne a un profil cognitif qui est aussi hétérogène que le profil clinique. Donc on est forcé de se baser sur une évaluation individualisée et de proposer du sur-mesure avec tout un tas de techniques qui sont affichées. Si vous remettez la diapositive, vous verrez le nom d'une dizaine de programmes de remédiation cognitive visant à la cognition sociale ou la neurocognition. Et il est important que ces structures spécialisées bénéficient de tous ces programmes pour pouvoir s'adapter aux besoins des personnes concernées. Donc en pratique, il n'y a pas de programme universel. C'est pour ça qu'il faut des structures avec une palette de soins variés. Il n'y a pas que la remédiation cognitive, il y a aussi beaucoup d'outils thérapeutiques complémentaires qui doivent être proposés
en parallèle, parce qu'on ne peut pas se centrer que sur la cognition, on doit aussi travailler sur l'appropriation de la maladie, l'insight, etc., etc., et puis tous les côtés d'adaptation sociale, évidemment. Donc on doit évaluer les besoins du patient, fixer des objectifs concrets en fonction du retentissement et des priorités, donc du projet de la personne. Alors je vais quand même vous illustrer très brièvement à quoi peut ressembler la remédiation cognitive. Ce sont des exercices ludiques qui peuvent être informatisés ou papier-crayon, qui peuvent être individuels ou groupaux. Dans les informatisés, ça peut ressembler à ça. Vous devez déterminer si les figures qui sont à gauche sont identiques ou symétriques, c'est-à-dire vues en miroir, et puis à droite, vous avez deux figures identiques, une symétrique, et vous devez la trouver. Oui, ça fait utiliser les représentations spatiales qui sont souvent altérées dans la schizophrénie, par exemple, et qui ne permettent pas de se repérer dans la ville ou de se repérer dans son lieu de travail quand il y a beaucoup d'éléments dont il faut trouver la position. En ce qui concerne la cognition sociale, nous avons des programmes comme Gaïa, qui a été développé par Baptiste Godlust, dont vous avez le portrait en haut à droite, qui est un programme qui permet d'améliorer la reconnaissance des émotions faciales à travers des exercices. Ce sont des films avec des situations écologiques où la personne se trouve dans différents contextes, par exemple à la pharmacie pour prendre son traitement, dans un repas familial, dans un lieu de travail. Et donc la personne, le patient, est petit à petit conduit à se fixer et à interpréter l'ensemble des éléments du visage pour reconstituer l'émotion et donc être plus attentif finalement à l'autre et pouvoir comprendre les émotions exprimées par autrui pour pouvoir mieux interagir. Ou ce programme RC2S qui a été développé par Elodie Perrou à droite. Là, c'est un programme de simulation informatique où la personne est dans une interaction avec un avatar. Là, vous avez par exemple le patron qui reproche à son employé d'être en retard. L'employé, c'est la personne avec des troubles psychiques. Et elle doit donc décider de l'attitude qu'elle va prendre. Elle peut soit s'excuser, soit dire que ce n'est pas de sa faute, soit écouter tranquillement le patron. Et puis en fonction de ce qu'elle va adopter comme attitude, le patron va réagir différemment. Et ensuite, il y a plein de nœuds de décision comme ça pour conduire l'interaction avec 10 situations différentes dans ce programme. Et ce sont des choses qu'on ne pourrait pas faire en jeu de rôle au risque de susciter des conflits. Donc l'ensemble de ces méthodes ont été étudiées soit par des méthodes de cas uniques, où nous avons par exemple les fonctions cibles en bas et une fonction qui n'est pas ciblée par la thérapeutique qui est étudiée en haut. Par exemple, là c'était pour la méthode RC2S que vous venez de voir. En bas, on voit que les biais d'attribution et puis la théorie de l'esprit s'améliorent, et en haut, la mémoire verbale ne s'améliore pas. On peut étudier l'efficacité de ces méthodes par des études randomisées contrôlées. Là, c'est la reconnaissance des émotions faciales avec un programme spécifique, Gaïa, ou un programme aspécifique qui vise l'attention, RECOS. On voit que dans les deux cas, la reconnaissance des émotions faciales est améliorée après la thérapeutique, mais qu'elle est plus améliorée quand on vise spécifiquement la reconnaissance des émotions faciales avec RECOS que quand on traite spécifiquement l'attention. Après, toutes ces études sont compilées dans des méta-analyses qui montrent l'efficacité de manière nette de la remédiation cognitive. Même si la taille des faits n'est pas très importante, il y a des bénéfices en termes cognitifs et en termes de retentissement psychosocial. Et plus intéressant encore, il y a de nombreux travaux qui portent sur l'insertion professionnelle. Alors c'est juste un exemple, il n'y a pas que l'insertion professionnelle, je le cite à titre d'exemple parce que beaucoup d'études portent dessus. Donc ce sont des études randomisées contrôlées avec l'accompagnement à l'emploi couplé ou non à la remédiation cognitive. Et lorsque l'on associe la remédiation cognitive à l'accompagnement vers l'emploi, le job coaching, celui-ci a plus de chances de réussir. Donc ça, c'est une revue que j'avais faite il y a 3 ans, fin 2013. On l'a refaite avec une neuropsychologue du service, Aurélie Dubrul, publiée il y a quelques mois, donc en 2016, avec quelques dizaines d'études en plus. Et il y a une méta-analyse Cochrane qui vient de sortir, ou qui va paraître, qui a été faite par nos collègues canadiens, qui montre qu'après remédiation cognitive, ou TCC, ou entraînement des compétences sociales, les gens ont 2 à 4 fois plus de chances de travailler. Donc avec une méthodologie d'un haut niveau scientifique, la remédiation a montré son efficacité sur quelque chose d'extrêmement concret. Et puis vous avez aussi, pour illustrer tout ça, pour illustrer par quel mécanisme ça fonctionne, un certain nombre d'études en imagerie fonctionnelle qui montrent qu'après remédiation cognitive, les activations cérébrales sont plus importantes, que la connectivité cérébrale, pour certaines études, est également améliorée. Donc en pratique, pas de programme universel, il faut des structures de soins avec une offre de thérapeutiques variée. On évalue les besoins du patient, on fixe des objectifs concrets, on valorise l'apprentissage de stratégies et nous nous adaptons au profil du patient. Ça, ce sont des principes qu'il faut adopter dans le dispositif français, qu'il faut donc implanter dans tout le dispositif français. Vous allez voir où nous en sommes. Et le fait d'associer ça, ces méthodes très spécifiques, à la culture du rétablissement, ça devrait vraiment contribuer à une évolution très large
de la psychiatrie française. Mais pour ça, il faut aller un petit peu de l'avant pour implanter des structures modernes, pour faire évoluer nos hôpitaux qui ont quand même été définis par la circulaire, par le rapport d'Esquirol en 1818. Ça fait 200 ans, on est sur un modèle d'il y a 200 ans. Donc je crois qu'il est temps d'innover maintenant, hein. Donc on le dit depuis ce matin. Mais pour ça, on a besoin de s'appuyer sur vous, sur l'UNAFAM en particulier, et puis les usagers et les associations, pour faire bouger les pouvoirs publics, parce que tout le monde en a conscience, mais il faut que ça se fasse maintenant. Et nous avons le poids de l'histoire. Alors je cite en bas, si vous remettez la diapositive, vous verrez une référence. Salisbury et collaborateurs dans BMC Psychiatrie. Tout le monde peut s'y référer. C'est d'accès gratuit en ligne, me semble-t-il. C'est une étude qui compare le taux de désinstitutionnalisation de différents pays européens, où la France, évidemment, n'est pas très bien classée, puisqu'elle n'a pas fermé ses hôpitaux psychiatriques et elle n'a pas d'équipe mobile pour faire alternative à l'hospitalisation, ou très peu. Elle a 0 en équipe mobile et 0,33 sur 1 en fermeture d'hôpitaux, alors que d'autres pays ont 1 à tous les scores. Vous regarderez. Donc, en pratique, où en est-on en ce qui concerne l'implantation de la remédiation cognitive? Vous avez 2 niveaux de structuration. L'ensemble des structures constitue un réseau qui est formé à partir de formations des thérapeutes en remédiation cognitive. C'est ce qu'on appelle le réseau de remédiation cognitive, qui comprend un peu plus d'une quarantaine de structures. Donc là, c'est simplement une formation commune avec effectivement des principes d'application et le fait que la remédiation est offerte aux usagers très largement. Donc vous voyez sur l'Île-de-France et puis dans le reste de la France où c'est distribué. Après, il faut accéder aux soins. Je pense que l'offre est insuffisante. Mais on peut faire mieux. Et vous avez un deuxième niveau de structuration que je défends actuellement, qui est la zone grise en bas, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, où là, nous avons travaillé sur des cahiers des charges avec les ARS pour faire en sorte que toutes les structures qui participent à ce réseau offrent des soins de qualité avec des évaluations standardisées, des méthodes de soins qui doivent être diversifiées pour répondre aux besoins de la population, et dans le cahier des charges, l'accueil des familles. C'est-à-dire tous les hôpitaux doivent avoir ça dans le cadre d'une approche territoriale. Donc nous avons 3 centres référents en Auvergne-Rhône-Alpes, nous en créerons un 4e. Nous avons 2 centres référents en Nouvelle-Aquitaine qui vont être créés le 1er janvier 2017, dont celui d'Hélène Verdoux qui malheureusement a dû nous quitter, mais nous travaillons de manière très positive ensemble. Vous voyez, c'est le point bleu du bas. Un autre dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas encore complètement défini. Et je travaille avec les ARS d'autres régions pour diversifier ce modèle, qui est un modèle vraiment de qualité des soins pour proposer des évaluations fonctionnelles à tous et des soins de réhabilitation et de remédiation cognitive à tous, puisque notre offre permet de couvrir l'ensemble des nouvelles entrées dans les troubles psychiques sévères, en particulier dans la schizophrénie. Alors tout ça se passe dans le cadre de centres référents, je ne vais plus être très très long, avec une structuration bien spécifique, avec un accès facile aux soins, un numéro de téléphone, un rendez-vous avec un médecin dans les 2 à 3 mois qui suivent. Ensuite, à l'issue de ce rendez-vous, nous décidons ou pas, avec la personne concernée, d'aller vers une évaluation. Problème cognitif, fonctionnement cognitif préservé, retentissement, évaluation psychosociale et une restitution, dans les conditions que je vous ai dites tout à l'heure, à la personne. Et puis ensuite, nous pouvons passer, si c'est nécessaire, enfin la personne peut passer, si elle le choisit et si c'est nécessaire, à la partie verte des soins de réhabilitation, et puis éventuellement à des espaces de transfert et de généralisation des bénéfices du côté professionnel ou psychosocial et social. Par contre, si elle n'en a pas besoin, elle passe directement à l'insertion en milieu ordinaire ou protégé, ou à l'insertion sociale. Et puis vous voyez en rouge le soutien des familles qui est indispensable et proposé à tous. Et ce type de structuration permet d'éviter ça. La personne qui sort de l'hôpital psychiatrique à la recherche de son avenir. J'en ai encore 2. Merci. Donc tout ça, ça passe par une formation des professionnels de santé pour acquérir des compétences spécifiques, par exemple en remédiation cognitive ou en psychoéducation. Ça passe également par une intensification de la recherche, parce que je pense qu'on doit prouver l'efficacité non seulement de nos outils de soins, mais de nos dispositifs de soins avec des évaluations. Antoine Pellissolo l'a évoqué tout à l'heure, mais je suis complètement d'accord avec lui. Donc tout ça, il faut le mettre dans le plan de formation des hôpitaux. De nombreux hôpitaux s'en sont emparés, ont refait leur projet d'établissement, donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais il faut le généraliser. Et en tant qu'UNAFAM, vous devez le demander région par région. Je pense que le cahier des charges à l'ARS, vous pouvez le demander, vous devez insister, parce que c'est pour des soins de qualité. Donc je vous encourage à le faire. Donc tout ça, ça va en faveur du virage ambulatoire, de la housing first et du place and train. Donc nous allons nous efforcer de transmettre la culture du rétablissement à tous les professionnels, du sanitaire, du médico-social. Une bonne manière de fonctionner pour éviter en plus le clivage sanitaire-médico-social, c'est de former ensemble les professionnels par territoire de santé. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça demande un gros effort puisqu'il n'y a pas de structuration globale, mais si on décide de le faire, je pense qu'on va y arriver. Donc création de nouvelles structures. Travailler le dispositif dans son ensemble, c'est vraiment l'essentiel.
Et puis, je voudrais remercier tous les acteurs de ce réseau, remercier l'UNAFAM de m'avoir invité, et puis le public pour ses réactions.